Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Comment allier transition énergétique et respect des droits humains? C'est l'une des questions que l'on va se poser ce soir. La plupart des mines de cobalt, minerai indispensable à la production de batteries, se trouvent en République démocratique du Congo, mais la population n'en tire que très peu de bénéfices. Au contraire, elle doit subir d'importants dégâts sociaux et environnementaux. Des initiatives se mettent en place pour plus de transparence et d'éthique, mais avec quels résultats? On en parle ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Et nous avons le plaisir d'accueillir en studio Jean-Claude Katende. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Lubumbashi en République démocratique du Congo, actif dans la promotion des droits humains depuis de longues années, président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains. Vous êtes aussi membre du comité exécutif de l'ITI, donc l'initiative pour la transparence dans le secteur extractif, donc en République démocratique du Congo. Vous allez nous en parler dans un instant. Et à vos côtés, Arnaud Zacharie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du CNCD, Centre national de coopération développement. L'opération 11-11-11 qui se déroule cette année du 9 au 19 novembre aura notamment pour thème l'exploitation des ressources au détriment des droits humains fondamentaux dans les pays du Sud. Alors, on parle d'atteinte aux droits humains dans l'exploitation des ressources, mais en fait, finalement, de quoi parle-t-on exactement? Quand on dit que l'exploitation des ressources a un coût environnemental et un coût humain, ben, c'est quoi ce coût? Merci pour la question. Il est important de souligner que l'exploitation minière, particulièrement, et aussi des ressources naturelles de manière générale, ne peut pas se faire sans qu'il y ait des dégâts. Mais les efforts sont faits par les États comme par les organisations de la société civile pour que ces impacts au niveau humain comme au niveau environnemental soient de plus en plus réduits. Et c'est en fait ce travail qu'on est en train de faire. Maintenant, tout dépend de la manière, de l'efficacité de l'État qui reçoit les entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales. Comment l'État assure que ces entreprises respectent l'environnement, respectent les droits humains. Or, dans nos États qui sont déjà faibles au niveau démocratique, mais aussi au niveau des suivis des activités des entreprises, qu'elles soient minières ou autres, on constate qu'il y a des dégâts qui sont causés par ces entreprises, tant en ce qui concerne l'aspect humain que l'aspect environnemental. Maintenant, le coût sur l'aspect environnemental, comme le cas en République démocratique du Congo, quand vous allez dans la province la plus riche du pays, anciennement appelée Katanga, aujourd'hui elle est scindée, divisée en 4 provinces, mais les deux importantes en ce qui concerne l'exploitation minière, c'est la province de Haut-Katanga et la province de Lualaba. Les deux sont très marqués par la pollution des eaux, par les résidus des traitements des minéraux qui sont déversés directement dans les eaux qui sont consommées par la population, mais aussi les eaux où les populations assurent la pêche et utilisent la même eau, par exemple pour arroser leurs champs ou pour des travaux domestiques. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'accès à l'eau potable dans certaines régions à cause de ces exploitations minières. Effectivement, il n'y a plus d'eau potable dans certaines provinces ou dans certaines villes à cause de l'exploitation minière et surtout du manque de contrôle de ces entreprises par le gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne le coût humain, vous allez voir que ces entreprises font par exemple de la délocalisation. Les citoyens sont expulsés de leur terrain, des endroits où ils habitent, pour aller habiter ailleurs, dans les conditions qui ne sont pas toujours les mêmes, dans les conditions qui ne permettent pas à ces communautés de pouvoir s'épanouir, de pouvoir vivre comme dans le temps où ils vivaient dans les concessions prises par les entreprises. Mais au-delà de ces questions, il faut aussi noter que depuis que la GECAMINE c'est la Générale des carrières et des mines, qui était l'entreprise de l'État qui exploitait les minéraux à l'époque, il y a eu plusieurs autres entreprises
qui ont eu des concessions minières. Ce qui fait que ces entreprises, surtout en ce qui concerne le recrutement du personnel, ne les font pas directement. Elles recourent à des organisations qui placent des travailleurs au sein des entreprises et ces travailleurs n'ont aucun lien direct avec l'entreprise. S'il y a des réclamations à faire en termes, par exemple, d'accès aux soins, en termes de tout ce qui est prévu par la loi comme droit du travailleur, le travailleur doit se référer à l'organisation qui l'a placé qu'à l'entreprise. C'est une manière de contourner la loi. En fait, la loi aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une vraie réglementation qui existe, mais qui n'est pas appliquée. La réglementation existe, mais elle n'est pas appliquée. Et ça, c'est aussi la complicité de l'État. Parce que ces entreprises, il faut quand même considérer que dans un environnement très pauvre, elles sont puissantes. Elles sont capables de s'acheter non seulement les communautés, non seulement l'administration de manière générale, mais aussi l'armée comme la police. Tous ces services sont pratiquement au service des entreprises minières. Alors, Arnaud Zacharie, je me tourne vers vous parce que, effectivement, la question qu'on se pose de façon plus générale quand on entend ça, c'est comment concilier la transition écologique, et on le sait qu'elle est nécessaire aujourd'hui, elle est même indispensable, essentielle, je ne sais pas comment le dire autrement, mais comment donc concilier cette transition écologique avec un respect des droits humains et des droits aussi environnementaux. On voit donc des populations qui n'ont plus accès à l'eau potable. Comment on peut concilier? Est-ce que c'est conciliable? Ah oui, bien sûr, c'est conciliable, mais... En quelque sorte, il suffit d'appliquer les normes sociales et environnementales qui se trouvent dans le code minier. Si on prend le cas de la République démocratique du Congo, de développer des chaînes d'approvisionnement qui soient propres. Le problème, c'est que on a d'une part une compétition internationale de plus en plus effrénée. Donc, il faut savoir, si on parle par exemple du cobalt, la République démocratique du Congo concentre les 2/3 des réserves mondiales de cobalt. Pour un smartphone, il nous faut 5, 6, 7 grammes de cobalt. Pour une batterie de voiture électrique, il faut en moyenne 10 kilos pour une batterie. Donc vous voyez comment on change d'échelle et comment les enjeux économiques sont absolument colossaux. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans cette compétition internationale pour le contrôle des technologies vertes, le pays qui est en train de gagner, c'est la Chine. La majorité des sites miniers sont contrôlés par la Chine. Si on prend, le cobalt, il y a l'extraction, donc les 2/3 sont en République démocratique du Congo, mais une fois qu'on a extrait le cobalt, il faut le produire, il faut le raffiner. Et la Chine concentre 60% du raffinage mondial du cobalt, donc ça vous situe à quel niveau de concentration on est arrivé et à quel point les pays européens, les pays occidentaux plus généralement, ont laissé un boulevard en fait aux entreprises chinoises. Et donc, comme les entreprises chinoises ont moins la tradition de respecter des normes sociales et environnementales, comme on l'a un peu davantage en Europe notamment, parce qu'il y a des organisations de la société civile qui jouent le rôle de contre-pouvoir, comme le font les organisations de la société civile en République démocratique du Congo. Mais voilà, donc il faut qu'il y ait la volonté politique de l'État de faire respecter les normes qui se trouvent dans les législations, qui se trouvent dans le code minier. Mais ce qu'on constate sur le terrain, ce que constatent nos partenaires comme Jean-Claude, c'est que ces normes ne sont pas respectées et l'État ne met pas les moyens pour vérifier que ce soit le cas. Et donc tant qu'on n'aura pas une responsabilisation de tous les acteurs, c'est-à-dire l'État en République démocratique du Congo, ça c'est le travail des organisations de la société civile congolaise, mais aussi toutes les grandes marques internationales, y compris européennes, qui vont commercialiser des produits fabriqués avec ces minerais. Alors on ne s'en sortira pas. Et c'est comme ça qu'on développe, nous, des réseaux internationaux entre l'Europe et la République démocratique du Congo, mais aussi plus largement pour imposer une espèce de mondialisation des normes sociales et environnementales. Parce que quel est l'intérêt d'avoir des technologies vertes si cela se fait au prix du travail des enfants, de la pollution des eaux, de l'environnement dans les pays où sont extraites les ressources naturelles sans lesquelles il n'y a pas ces technologies vertes. Il faut une cohérence, s'assurer d'une cohérence tout au long des chaînes de production. C'est aussi l'objectif de la législation, du projet de législation européenne sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales.
parce qu'on sait bien que les maisons mères des grandes marques, c'est elles qui dirigent les chaînes d'approvisionnement, mais qu'elles mettent la pression sur les fournisseurs qui se trouvent dans des chaînes de valeur très complexes, très opaques, et c'est souvent à huis clos que les violations des droits humains ou la pollution de l'environnement s'opèrent au détriment des populations locales qui n'ont pas grand-chose pour se faire entendre. Et voilà, et c'est notamment pour ça que le travail des ONG est là, pour d'abord dénoncer la situation, rappeler que les solutions, elles sont connues, et mettre la pression sur les dirigeants politiques pour que ces solutions soient mises en œuvre. Et vous parliez des populations locales. Est-ce que, Jean-Claude Katende, est-ce qu'elles sont conscientes qu'il y a des droits, il y a des réglementations et qu'elles ont des droits? Donc, est-ce qu'elles en sont conscientes mais qu'elles ont du mal à porter leur voix, ou est-ce qu'en fait, elles n'en sont même pas conscientes? Dans la plupart des cas, ces populations ne sont pas conscientes de leurs droits et aussi de comment ils peuvent réagir pour faire entendre leur voix. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre partenariat avec CNCD 1111, nous avons inscrit cette question des formations des communautés pour les rendre autonomes en ce qui concerne d'abord la connaissance de leurs droits, mais aussi en ce qui concerne la connaissance des obligations de l'État vis-à-vis des entreprises minières, mais aussi à l'égard des communautés, de pouvoir d'abord les former sur leurs droits et sur les obligations de l'État, et leur permettre de se défendre, même si les ONG ne sont pas présentes. Parce que dans la plupart des cas, ce sont les ONG qui font le travail au nom des communautés, et nous pensons qu'il est important que les communautés elles-mêmes se prennent en charge, qu'elles soient capables de connaître, d'avoir certains indices qui permettent, par exemple, de connaître que cette eau elle est polluée, ces champs a subi des conséquences de l'exploitation minière, comment elles doivent se comporter et comment elles peuvent initier elles-mêmes des actions pour se défendre en attendant que les ONG arrivent pour travailler avec elles et faire porter leur voix le plus haut possible. Maintenant, au niveau national, les communautés travaillent avec les organisations comme la ZADO, qui ont une envergure nationale pour faire connaître, non seulement pour dénoncer certains dégâts causés par les entreprises minières, mais aussi pour porter la voix des communautés auprès des autorités sur le plan national et sur le plan international. Nous travaillons notamment avec les CNCD pour que la voix des communautés qui sont basées en République démocratique du Congo soit entendue. Et la grande question, c'est que les choses sont plus faciles avec les entreprises européennes, occidentales, et la question devient plus compliquée avec les entreprises chinoises. Et là, je crois que le combat que nous avons plus à l'égard des entreprises chinoises, c'est de pousser les gouvernements congolais à faire en sorte que ces entreprises respectent leurs obligations au niveau environnemental, mais aussi au niveau fiscal, parce que quand même les paiements des impôts restent un aspect très important pour permettre à l'État d'avoir des ressources nécessaires pour financer le développement de ces zones minières qui sont presque abandonnées. Mais du coup, Arnaud Zacharie, vous disiez, voilà, on développe un réseau de partenaires, on essaie de faire pression pour qu'il y ait des normes sociales qui soient adoptées. Mais depuis que, par exemple, cette initiative pour la transparence dans le secteur extractif existe, depuis que vous avez lancé cette initiative, est-ce qu'il y a quand même des résultats, des choses qui ont bougé, que vous avez senti bouger dans ces réseaux internationaux? Oui, tout à fait. Et c'est grâce au travail d'organisations comme la SADO et toutes les organisations de la société civile. Ce qu'ils font, c'est de mettre autour de la table les pouvoirs publics, les magistrats, les organisations de la société civile et les entreprises minières, pour qu'on ait une espèce de compromis sur la manière d'exploiter ces ressources. Alors, comme Jean-Claude l'a dit, il y a des entreprises qui sont plus sensibles que d'autres, et notamment, peut-être de manière un peu paradoxale, les grandes entreprises qui sont cotées en bourse sont beaucoup plus vulnérables à la question de la réputation, et donc vont être plus attentives aux revendications des populations locales qui sont relayées par les organisations de la société civile. Donc,
donc il y a des choses qui vont dans le bon sens. Donc oui, le travail de la société civile est crucial. Et il permet aussi aux creuseurs artisanaux de s'organiser, parce qu'il y a aussi les conditions de travail, les droits du travail. Or, il y a un secteur minier formel qui crée extrêmement peu d'emplois. Hein, on ne se rend pas compte, mais malgré les enjeux que représente une filière comme le cobalt, en termes d'emplois formels, c'est même pas 0,1% de la main-d'œuvre congolaise qui est employée dans ce secteur. Par contre, on a des millions... Oui, peu d'emplois, alors que dans d'autres secteurs qui étaient porteurs avant et d'exploitation de la terre, etc., on a peut-être plus d'emplois. Jean-Claude a parlé de la Gécamine, c'était la poule aux œufs d'or de l'ex-Zaïre. Maintenant, il y a des millions de personnes qui sont des creuseurs artisanaux, c'est-à-dire qu'ils vivent dans l'ex-Katanga, ils voient ces richesses naturelles qui sont là, il n'y a pas d'emploi, donc la seule solution qu'ils ont pour essayer d'avoir un peu de revenus, c'est creuser pour essayer de vendre au centre de négoce leur cobalt ou d'autres types de minerais aux grandes entreprises. Et là, ce sur quoi on travaille, c'est la constitution de véritables coopératives de travailleurs, hein, véritablement créées par les travailleurs dans les intérêts des travailleurs. Parce que selon la législation, il existe aussi des coopératives de creuseurs, mais qui sont en fait dirigées par des seigneurs qui tirent profit de la situation. Donc, c'est d'avoir une organisation de ces creuseurs pour qu'ils puissent défendre leurs droits, comme on a créé les syndicats à partir de la fin du 19e siècle pour défendre les intérêts du monde ouvrier dans le contexte de la révolution industrielle. Oui, les syndicats, je lisais dans une interview qu'effectivement, il y avait des syndicats aussi dans toute une série d'entreprises, mais avec aussi beaucoup de fraude dans les syndicats en République démocratique du Congo. Oui, mais avant d'arriver à votre question, je voudrais dire que l'initiative des transparents des industries extractives, pour nous, les organisations de la société civile, c'est vraiment une initiative qui nous a permis notamment d'avoir la possibilité de nous exprimer sur les questions minières sans être inquiétés par le gouvernement. Ça, c'est très important, surtout dans le contexte de la République démocratique du Congo, où les gens sont allés en exil, où les gens ont été arrêtés pour avoir dénoncé certains contrats miniers léonais qui ont été signés à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Avec cette initiative, nous qui sommes dans le groupe multipartite, nous pouvons nous exprimer sur toutes les questions minières sans être inquiétés par qui que ce soit, parce qu'il y a un contrôle international qui est exercé sur tous les groupes multipartites faisant partie des litiers à travers le monde. Ça facilite énormément notre travail. Donc c'est une belle avancée. Exactement. Donc c'est une grande avancée par rapport à ces questions-là. Maintenant, en ce qui concerne les syndicalistes ou les syndicats, dans un contexte général de pauvreté, dans un contexte général où les entreprises sont devenues en fait des manipulatrices même des opérateurs politiques, qu'est-ce que les syndicats peuvent apporter? Quelle est l'indépendance des syndicalistes dans un tel contexte? Ce qui fait que les travailleurs congolais sont de moins en moins protégés parce que les syndicats sont plus au service des entreprises et des politiciens qu'au service des travailleurs. Vous avez parlé de la politique, du coup j'ai envie d'enchaîner. On sait que là, dans quelques mois, enfin assez vite, là, le 20 décembre prochain auront lieu les élections présidentielles en République démocratique du Congo, élections aussi législatives et provinciales. Alors, lors de votre conférence à la fête de la solidarité organisée par le CNCD il y a quelques jours, vous avez déclaré: tant que l'accès au pouvoir est synonyme d'accès aux avantages financiers, les élections seront toujours un problème au Congo. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'espoir dans ces élections, dans ce processus électoral? Il faut considérer que le peuple congolais croit dans la démocratie. Et pendant plusieurs années, les Congolais se sont organisés pour que les jeux démocratiques soient respectés. Cette conception, ces quêtes régulières de voir une démocratie effective s'installer en République démocratique du Congo, c'est une préoccupation des citoyens. Mais les politiciens n'ont pas la même conception
de la démocratie que les citoyens. Les politiciens considèrent que la démocratie, c'est une voie qui leur permet d'aller au pouvoir et donc d'avoir accès aux honneurs et d'avoir l'accès à l'argent. Et tant que cette conception va demeurer, les élections, qu'elles soient bien organisées ou mal organisées, feront toujours l'objet des contestations. Et les élections ne vont pas être une partie qui fait avancer la démocratie. Les élections de 2006 ont été contestées, les élections de 2011 ont été contestées, les élections de 2018, qui étaient une débâcle totale, ont été aussi contestées. Et quand nous regardons la manière dont les processus actuels se déroulent, nous ne pensons pas qu'il va être différent de celui de 2018. Il risque même d'être plus catastrophique que celui de 2018. Et ça, c'est la crainte que nous avons parce que nous ne voyons pas à l'horizon des efforts qui sont faits pour que les élections soient un processus issu d'un consensus entre les partis qui vont être en compétition aujourd'hui. Alors, on sait qu'il y a des observateurs qui vont notamment être formés. Est-ce que, par exemple, le CNCD joue aussi un rôle là-dedans, dans tout ce qui est organisation de cette démocratie au Congo? Est-ce qu'il y a vous soutenez aussi ce... Donc, on a un gros projet sur les élections, mais pas pour l'observation des élections, parce que c'est l'affaire des Congolais, je vais dire. Mais par contre... depuis plusieurs mois, on a commencé par soutenir les organisations de la société civile, comme celle de Jean-Claude, pour que ces organisations travaillent avec les communautés locales dans les différentes provinces pour, d'une part, élaborer des cahiers des charges, des cahiers de revendications, quels sont les besoins prioritaires des populations, les adresser aux candidats aux élections, donc interpeller les responsables politiques, leur demander des engagements. Et puis, une fois que les élections auront lieu, une fois qu'il y aura des candidats qui auront été élus, de monitorer la mise en œuvre de ces revendications, de ces engagements. Alors, ça peut paraître banal pour ceux qui nous écoutent en Belgique parce que ils sont habitués à avoir des ONG, des associations, à avoir des mémorandums avant les élections. On est nous-mêmes en train de les préparer puisqu'on a les élections à tous les niveaux en 2024 en Belgique. Mais il faut savoir que dans un pays comme la République démocratique du Congo, à la veille des élections, on ne parle pas des idées, on ne parle pas des projets. Quel parti politique ou quel responsable politique va proposer quel type de mesures et en opposition à quel autre type de mesures. Il n'y a jamais ce type de débat. Et donc, cette absence de débat sur les projets de société, évidemment, fait en sorte qu'on ne vit pas vraiment en démocratie. Et c'est ce que les organisations de la société civile essayent de changer pour qu'on puisse enfin parler de contenu et pas uniquement de où tu viens, tu es originaire de où, ou alors on voit des responsables politiques qui vont offrir, je sais pas, des casquettes ou des pagnes aux populations qui sont complètement désœuvrées, donc qui vont préférer voter pour le tel qui nous a offert ceci plutôt que l'autre qui nous a rien offert. Et finalement, on a des débats qui sont essentiellement identitaires ou intéressés, alors que ce dont on a besoin, c'est des projets de société. On le voit, on en a parlé. Quand on a un pays qui regorge de ressources naturelles dont le monde entier a besoin pour sa transition énergétique, fatalement, il faut utiliser ce potentiel pour les populations locales et utiliser ce potentiel intelligemment. Ça veut dire qu'il faut tirer les leçons des erreurs passées. Les pays africains comme la RDC ne doivent pas rester de simples fournisseurs de matières premières à faible valeur ajoutée. Ils doivent eux-mêmes transformer ces matières premières. Pourquoi la Chine, qui encore il n'y a pas si longtemps était un pays en développement, transforme 60% du cobalt dans le monde? Est-ce que la République démocratique du Congo n'est pas capable de le faire et donc d'offrir des emplois en suffisance à haute valeur ajoutée, bien payée pour les populations locales? Parce que ce qu'on constate actuellement, si on va dans les provinces du Haut-Katanga ou du Luaba, donc l'ancien Katanga, puisque cette immense province du Katanga a été divisée en 4 provinces, on se rend compte que les 2/3 de la population vit dans l'extrême pauvreté. Donc vous vous rendez compte que c'est une des régions les plus riches en minerais, que le monde entier a besoin de ces minerais et en avait besoin même avant la transition énergétique, comme je l'ai dit. Si on a des smartphones, c'est grâce à ces minerais, et que les 2/3 de la population vivent dans l'extrême pauvreté. Donc, l'extrême pauvreté, c'est un niveau extrêmement bas, de moins de $60 par mois. Donc,
vous imaginez, c'est vraiment la misère. Donc là, il faut évidemment utiliser les momentum comme les élections pour essayer de faire bouger les choses, mais aussi se rendre compte que ne pas tomber dans le piège dans lequel on tombe systématiquement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des élections en décembre. Jean-Claude l'a dit, des élections présidentielles dont tout le monde parle, mais aussi des élections provinciales et on l'espère après locales. Mais toute l'opinion publique européenne va, comme chaque fois, se focaliser sur les présidentielles. Qui va être le prochain président de la République démocratique du Congo? Donc un pays qui fait 80 fois la Belgique qui, comme on le sait, a des gouvernements régionaux et communautaires, etc. Donc comment voulez-vous, même la République démocratique du Congo aurait le meilleur président du monde, comment voulez-vous diriger seul un tel pays? Il faut décentraliser les responsabilités politiques, la démocratie, pour qu'on ait des élus qui rendent des comptes aux populations locales, parce que quand on est dans le Katanga ou dans le Kivu à presque à 2000 km de Kinshasa, mais comment voulez-vous que les responsables politiques qui se trouvent à Kinshasa se rendent redevables par rapport aux populations locales? Oui, rendre des comptes à la population, c'est vraiment quelque chose que vous essayez d'insuffler aux politiques qui se présentent? Ah oui, je pense que c'est là qu'il faut situer l'intérêt de l'accompagnement du CNCD 1111, qui nous permet en fait d'innover dans le cadre des élections. Et là, le premier aspect sur lequel nous travaillons, c'est d'essayer de couvrir une grande partie, avec nos organisations, une grande partie de la République démocratique du Congo. Comme je le disais, les élections sont souvent contestées parce que le monitoring du jour des votes n'est pas fait de la bonne manière. Et une organisation comme la ZADO, quelle que soit la force que nous avons, nous ne pouvons pas couvrir toute la République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous nous sommes mis en synergie avec l'accompagnement du CNCD pour couvrir une grande partie. Nous couvrons la province du Kasaï, la province du Katanga, la province du Congo central, Kinshasa et la province du Nord Kivu. Ce qui nous permet d'avoir déjà une grande partie du pays couverte. En sorte que le jour des élections, même si nous donnons notre point de vue pour dire c'est X ou Y qui a été voté, c'est en connaissance de cause. Sans cette synergie avec l'accompagnement du CNCD, c'est impossible. Deuxième aspect sur lequel nous travaillons, Arnaud l'a dit, c'est d'arriver à créer un contrat social entre les élus et les électeurs. Et ça n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Un individu qui est candidat, il vient, il raconte ce qu'il raconte, il donne des t-shirts, il donne un peu des casquettes, il donne ceci ou cela à la population. Dès qu'il est voté, il disparaît. Vous n'avez plus de contact entre les électeurs et leurs élus. Mais avec les cahiers des charges que nous allons faire signer aux candidats, c'est un document dans lequel vous retrouvez tous les besoins des communautés. Et nous avons travaillé à la base pour récolter les besoins des communautés. Nous les mettons dans le cahier des charges et nous allons les proposer aux candidats en leur disant, si vous intégrez ces besoins, vous acceptez d'intégrer ces besoins dans votre projet de société, vous devez prendre un engagement avec la communauté. Vous allez signer un acte d'engagement que vous allez militer pour que les besoins des communautés soient pris en compte. Et vous serez évalué sur base des engagements que vous avez pris. Oui, ça permettra une vraie évaluation par après aussi. Exactement. Et le cahier des charges va être vulgarisé par les radios communautaires pour que tous les membres de la communauté les connaissent et connaissent quels sont les politiciens qui ont pris la décision ou l'engagement de les mettre en œuvre. Et ça va être quelque chose qui va permettre à ce qu'un député, à un moment pendant les vacances parlementaires, qu'il vienne sur base du cahier des charges dire aux citoyens, voilà, ce point ici, je m'étais engagé de le faire, je l'ai fait. Et nous avons dit, ceux qui ne le feront pas quand ils viendront en vacances parlementaires, nous allons citer leur nom à la radio pour dire qu'il a pris les engagements et ne les fait pas. La prochaine fois, on ne va plus te faire confiance.
Et ça, c'est dans le cadre, effectivement, de la question que vous avez soulevée, de la redevabilité. Donc, vous avez pris des engagements, vous devez venir rendre compte aux citoyens de ce que vous avez fait. Et en fonction de ce retour, on va voir si on peut continuer à vous faire confiance ou à ne plus vous faire confiance. C'est un début, mais nous croyons que si ces pratiques sont rendues, deviennent régulières, petit à petit, la mentalité va pouvoir changer et les politiciens vont se considérer vraiment comme des mandataires qui doivent rendre des comptes aux citoyens de la manière dont ils travaillent. Merci. En tout cas, on va suivre donc ces élections qui auront lieu le 20 décembre. On verra un peu comment ça se passe. Mais donc, merci beaucoup, Jean-Claude Katende. Je rappelle que vous êtes président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme et vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, notamment en République démocratique du Congo. Merci. Et Arnaud Zacharie, donc secrétaire général du CNCD, avec cette opération 11-11-11 du 9 au 19 novembre prochain. C'est bien ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.